ici à Montréal, c'est d'être ange investisseur portefeuille. Et je peux vous dire que mi-mars, j'ai eu très peur parce que je me suis dit, c'est la fin. Donc, on a travaillé très, très fort avec tout le monde pour d'abord faire du cash management, hein, pour faire en sorte qu'ils sauvent leur cash pour 18 mois. Je pense que maintenant, a posteriori, c'est quand même le bon timing. Et de ce point de vue-là, j'ai été très surpris dans le bon sens par les gouvernements, que ce soit ou en Europe ou ici en Amérique du Nord, qui, contrairement en 2008, sont intervenus de façon massive. Et puis maintenant, donc, je m'intéresse au pivot. Alors, pourquoi le pivot, c'est important pour une startup? C'est parce que moi, j'ai dirigé un grand groupe. Et pour moi, si vraiment il y a un avantage concurrentiel d'une startup sur un grand groupe, c'est son adaptabilité. C'est la possibilité de pivoter et de pouvoir contourner l'obstacle. Contrairement à un grand groupe qui aura plus de difficultés, qui a beaucoup de capitaux investis et qui a du mal à s'adapter. Et donc, une crise pour une petite boîte, c'est vraiment une opportunité. Je vous donne un exemple. Alors, dans mon portefeuille, évidemment, j'ai la chance de travailler avec Marc-Antoine Ducas. Mais j'ai aussi une autre société dont je voudrais parler, ça s'appelle Dispatch Coffee, vous avez peut-être entendu parler, qui vend du café responsable. C'est une jeune femme que j'aime beaucoup et qui a 3 boutiques sur Montréal, qui est fermée, donc toutes ces boutiques, comme tout le monde, il y a maintenant 2 mois, et qui immédiatement s'est reportée avec ses employés sur la souscription sur Internet. Et aujourd'hui, le succès est au rendez-vous puisque les commandes journalières ont été multipliées par 10. Donc, la crise du Covid lui a permis de développer un nouveau business sans frontières, avec possibilité maintenant d'aller aux États-Unis. Donc maintenant, je voudrais passer la parole à Marc-Antoine, qui pour moi est un entrepreneur né. C'est l'épinome en fait de l'entrepreneur, et puis un exemple en fait de l'idéogramme chinois, qui veut dire en même temps crise et opportunité. Donc voilà, je laisse la parole à Marc-Antoine pour qu'il dise en détail ces différents pivots et qu'on puisse en discuter. Merci Jacques, c'est très touchant, merci beaucoup. Puis bonjour à tous. Moi, je vais transférer avec mon accent mi-atlantique ici parce que je pense qu'on a des gens d'un peu partout au Québec, mais aussi en France. Puis effectivement, on va parler de pivot un peu aujourd'hui, mais avant que je puisse vous mettre en contexte, Netlift, c'est ma 4e boîte, donc effectivement, c'est vrai que c'est pas la première fois que je fais ça. Et puis, ce qu'on fait chez Netlift, à la base, c'était, dès la fondation, hein, l'intention était de faire du covoiturage domicile-travail. On parle de ça plus couramment aujourd'hui parce qu'il y a des boîtes comme BlaBlaCar que vous connaissez en France, mais aussi Klaxit, qui se sont mis à le faire. Mais nous, dès 2015, on avait quand même développé pas mal de technologies autour de ça. Et voilà, l'objectif était très simple, c'était d'utiliser le parc automobile actuel pour le densifier. Donc, plutôt que d'avoir un seul passager dans un véhicule de 3 sièges, on pense que c'était bien que les gens puissent se retrouver, disons, à 2. On pouvait déjà gagner un impact majeur sur la mobilité. Sur papier, ça fonctionne très bien, nos analyses aussi, mais après, on s'est rendu compte que c'est plus compliqué sur le plan commercial qu'on pensait, au-delà des discours sur l'environnement. Ce que je peux vous dire, c'est que tout le monde est pour la vertu, mais quand on arrive dans le dur, c'est plus compliqué. On demande combien ça coûte, on demande comment je dois m'organiser. Et on s'est rendu compte, après quelques années d'expérimentation, que le modèle économique du covoiturage, pour nous comme pour tous nos concurrents, ne fonctionnait pas. Essayer de gagner assez d'argent de la part d'un passager pour rembourser le conducteur et puis faire du profit entre les deux, même Uber n'y arrive pas. Donc, premier pivot, janvier 2019, j'ai écrit à mes investisseurs, j'ai dit on change de direction parce qu'on va taper un mur si on continue de faire semblant. Soit on brûle du capital, soit on espère des subventions. Dans un cas comme dans l'autre, ce n'est pas une façon responsable de gérer une compagnie. Et puis, on a eu des discussions très sérieuses entre nous pour être capable de dire, mais qu'est-ce qui, au fond, ne marche pas et qu'est-ce qui pourrait marcher? Je me suis donc inventé une crise pour essayer de forcer tout le monde à être au meilleur d'eux-mêmes. Et on s'est aperçu que 100% des gens qui vont au travail en voiture évidemment, doivent se garer, n'est-ce pas? Ça semble une lapalissade, mais on a découvert que dans les sociétés occidentales, le stationnement ne coûte rien ou très peu. Or, ça a beaucoup de valeur. Et puis maintenant, donc 2019, depuis, ce qu'on fait, c'est de bâtir des plateformes de covoiturage corporatives, donc on est vraiment sur du B2B maintenant, à condition qu'on puisse aussi gérer les stationnements. Autrement dit, si vous ne covoiturez pas, vous ne pouvez plus vous garer. Ça devient tout à fait intéressant. Pourquoi? Parce que même avec un prix de transport très abordable, on arrive à générer des marges très intéressantes. Beau modèle,
malgré tout, la crise de COVID arrive. Alors, du jour au lendemain, 90% de nos gens ne vont plus travailler. Alors, comme disait Jacques, moi aussi, à la mi-mars, c'est rigolo parce qu'on est en train beaucoup de développer la France. J'y arriverai tantôt. Mais moi, le 13 mars, je suis toujours à Paris. Je ne suis pas sûr que je peux rentrer à Montréal. Hein. Donc, quand j'ai atterri le 14, j'ai commencé ma quarantaine, j'étais plutôt satisfait. Mais dès la semaine suivante, avec Jacques, avec les membres du conseil d'administration, on a ces appels. Voilà. On a combien de cash? On peut faire quoi? Quelles sont nos options? Et puis moi, je tiens énormément à mon équipe. Ce qu'il y a de bien dans l'entreprise, c'est les gens qui la composent. Donc, mon premier choix était vraiment de tenter de maintenir tout le monde en poste, de bien voir qu'ils soient en sécurité. Tout ça, ça va de soi. Mais dès la première semaine, on a eu des discussions sur la livraison. Jacques est le premier qui a soulevé la question en disant, mais il n'y a pas quelque chose à faire avec vos algorithmes et votre appli. Il n'y a pas quelqu'un quelque part qui a besoin de se faire livrer un truc. Alors, évidemment, on peut écrire du code. J'ai quelques génies dans mon équipe. Mais avant ça, on s'est dit, mais pourquoi nous et pas Uber Eats ou Deliveroo et compagnie? Et puis, on a creusé la chose pour se rendre compte, encore une fois, et on l'a fait en 2 semaines, ce que les commerçants avaient besoin, les petits commerces locaux qu'on veut tous soutenir, c'est qu'ils ont parfois un employé qui est capable de faire la livraison. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de route. Ils ont une liste sur un fichier Excel de toutes les commandes de la journée. Ils n'ont aucune idée dans quel ordre les faire. Et puis, ce n'est pas tout le monde qui est habitué lorsqu'on fabrique du saucisson ou qu'on vend des chaussettes. On n'est pas nécessairement capable de faire des bonnes routes. Le premier réflexe, c'est pas d'aller sur Google pour trouver des logiciels de routage. Alors, on a tout à fait creusé ce créneau-là. Et puis, on s'est retrouvé dans un peu comme Jacques disait, avec un tel succès qu'on a choisi de donner des escomptes massives aux commerçants pour justement pas se priver des sources gouvernementales d'appui. Okay? Et puis, il y a un mois, il y a des gens en France qui ont commencé à utiliser nos algorithmes de routage pour la livraison, ce qui fonctionne très bien. Donc, sur ce pivot-là, de mars 2020, on a créé au complet une plateforme de livraison à domicile pour les commerces locaux, ce qui est actuellement en train de rendre de grands services à certaines petites villes en France où les commerçants ont besoin de survivre, c'est vrai aussi à Montréal, mais où ils n'ont pas la capacité de livrer correctement à leurs clients. Évidemment, il y a toujours des FedEx, mais ce n'est pas nécessairement évident d'envoyer un panier de fruits frais avec Post Canada, par exemple. Okay? Donc, c'est des choses qui ne vont pas ensemble. Autrement dit, le commerce en ligne est utilisable pour un certain type de use case, mais quand on a bien pris le temps d'analyser le besoin, on s'est rendu compte qu'il y avait un créneau, on a bâti le produit, on a livré, et aujourd'hui, on facture ce genre de service-là. C'était donc le premier pivot. Je ne l'ai pas dit, mais c'est un 2 pour 1 aujourd'hui. Mais ce que je veux vous expliquer là-dedans, c'est la démarche. C'est-à-dire que dès le lundi matin, on a tout tassé. On a mis toute l'équipe en ligne. J'ai dit, on a 3 heures, il faut qu'on sorte d'ici avec une solution. On a bâti le business case, on a trouvé les modèles économiques, on a fait les spécifications techniques, on s'est ensuite parti chacun de notre côté. Moi, je me suis occupé de faire des téléphones pour essayer de vendre, essayer de mobiliser les gens. Guillaume et son équipe ont bâti le produit. Christine a travaillé au niveau raffiner le modèle économique, est-ce qu'il y a des contrats et tout. C'est opérationnel. Donc aujourd'hui, si les gens sont au niveau du panier bleu, on est capable d'ouvrir n'importe quel commerçant au Québec. Ça va très bien. On le fait en France, puis tout ça. Donc ça, c'est un premier pivot. OK? Et franchement, il y a à peu près 4 semaines, je pensais qu'on allait peut-être devenir une compagnie de livraison. Et là, il y a quelque chose qui s'est produit, qui était tout à fait insoupçonné. C'est un nouveau mot qui s'appelle la distanciation sociale dans les transports collectifs. On s'est aperçu qu'à partir du moment où il n'y a plus personne qui retourne au travail, donc nous perdons 90% de nos déplacements, les transports collectifs aussi. Et là, on commence à discuter de réouverture, de relance de l'économie, réouverture des écoles, et tout de suite se pose la question du transport. Comment allons-nous retourner au travail massivement, en mai, juin ou en septembre, mais avec autant de gens à déplacer, mais avec une distanciation sociale? Philippe Schnopp disait, par exemple, il y a quelques semaines, que pour réussir à déplacer le même nombre de personnes avec le métro, il faudrait multiplier par 8. On ne peut pas multiplier par 8 le nombre de métros ni le nombre d'autobus. Même le doubler coûterait des milliards et des milliards de dollars. Donc, par conséquent, le réflexe de la population, et c'est déjà ce qu'on observe en Asie, les gens se rabattent vers la mobilité individuelle. Tout de suite. Premier réflexe, on le comprend bien, c'est sanitaire, j'ai mon vélo, j'ai ma voiture, on y va. Pour le vélo, ça peut encore aller dans le cœur des villes. Les distances sont proches, on met une voie réservée, ça peut aller pour une minorité de gens, ça marche très bien. Le problème, c'est que tout le monde reprend sa bagnole en ce moment. Et quel est le problème? Oui, la congestion, oui, la pollution, mais on peut s'en accommoder temporairement. Le problème, c'est que dans les villes, il n'y a pas assez de parking pour
tous ces gens qui quittent les transports collectifs et qui se remettent à utiliser leur voiture. Les villes ne sont pas construites comme ça. Les entreprises ne sont pas prêtes à ça. Et si les gens quittent les transports collectifs pour s'en aller vers la voiture, on passe d'une problématique de transport qui est sous la responsabilité des villes et des sociétés de transport et on la transfère sur les épaules des employeurs. À partir de ce moment-là, si un campus universitaire doit réouvrir dans quelques semaines, c'est la catastrophe. Ils vont se faire frapper. Et je vous rappelle que moi, il y a 2 ans, en 2019, quand je parle du pivot pour faire travailler le covoiturage et le stationnement, cette fois-ci, en ce moment, au moment où je vous parle, ce n'est pas nous qui pivotons, c'est qu'on est au centre de ce qu'on fait et tout pivote autour de nous. Le marché est en train de créer des contextes extrêmement favorables pour notre modèle. On vient de recevoir dès cette semaine une discussion avec un ancien de Waze qui veut se joindre à notre équipe. On est en train d'avoir des plans extrêmement intéressants sur le déconfinement en France, c'est-à-dire de gérer ce report modal entre le transport collectif et le parc automobile, parce que c'est notre cœur de métier. Donc, il y a 4 semaines, on a pivoté pour nous adapter ou adapter notre produit à une situation de livraison. Mais là, ce qu'on est en train de voir, c'est que le monde entier est en train de réouvrir avec des nouveaux paradigmes de mobilité. Et ces paradigmes-là, les conditions de marché deviennent extrêmement favorables à notre modèle économique. À cause de ça, évidemment, je vous dirais que c'est inespéré, mais je pense que la COVID, la crise, comme disait Jacques, est l'opportunité qui est la rampe de lancement que Netlift ne pouvait jamais espérer dans ses rêves les plus fous. Okay? Alors, ce qu'on est en train de faire ici, aujourd'hui, j'ai un webinaire avec en francophonie. Hier, c'était avec les États-Unis et le Brésil. Donc, il y a beaucoup d'endroits où les gens communiquent avec nous en disant « Votre bidule, finalement, il marche-tu encore? Parce que là, on a une ville à réouvrir et puis on n'a pas d'autre option. On ne sait pas comment gérer des stationnements ou des politiques de stationnement pour accueillir un flot d'automobilistes comme celui-là. Donc, si on ne veut pas que l'apocalypse se produise, on est plutôt sur notre cœur de métier. Mais en résumé, ce qu'on voulait vous dire, c'est ça. C'est que ça prend la politique que j'ai toujours eue dans mes boîtes, c'est d'essayer de recruter les meilleurs, de mieux les payer que le marché, de les garder motivés. Une des inquiétudes que Jacques a avec ces startups, puis c'est vrai pour tout le monde, c'est quand les crises frappent, on est aussi solide que le maillon le plus faible. Donc, ce qui a été vraiment merveilleux, c'est de voir à quel point tous les membres de notre équipe ont été absolument dédiés à ça. D'abord, il y en a une qui m'a dit « Je suis très contente parce que tout le monde riait de moi quand j'ai quitté ma belle job pour aller travailler dans un start-up. Aujourd'hui, ils sont tous au chômage et moi, j'ai un super boulot. » Donc, c'est tout à fait intéressant de voir que des compagnies comme les lignes aériennes, le Cirque du Soleil, on a vu tout à l'heure que Aldo se place sous la protection des créanciers. C'est stupéfiant de voir que dans des cas de crise comme celle-là, les grands joueurs les plus solides sont tout à coup les plus fragiles et que certaines des organisations les plus agiles habituellement deviennent absolument robustes. Donc, mon travail, c'est de m'organiser pour que les gens restent heureux, restent motivés, restent tout à fait concentrés sur l'objectif, de bien livrer les prochaines étapes. Et après, on n'est plus la même boîte. Mais encore une fois, il y aura un retour à la normale, bien sûr, dans quelques temps, peut-être des mois ou des années. Les gens reprendront le transport collectif, on reviendra à un certain équilibre. Mais entre-temps, on aura eu l'occasion d'amener la boîte à un autre étage. Puis c'est un petit peu le plan que je me donne pour les prochaines années. Ça résume un peu le cœur de l'histoire sur le pivot. Là, je voulais faire ça assez court et assez ramassé pour pouvoir vous permettre de réagir et puis de dialoguer. Peter, est-ce que ça correspondait un peu à tes attentes? Oui, au cheminement au niveau des questions, c'est parfait. Mais j'avais peut-être une petite question en plus avant. Est-ce que ça t'a demandé beaucoup d'investissement pour réaliser ces pivots? Oui. En fait, non, parce que on a fait 2 choses, nous, dès que la crise a commencé. La première, c'est qu'on a écrit à l'ensemble de nos fournisseurs pour leur dire qu'ils allaient devoir patienter un tout petit peu, donc protéger les liquidités, c'était un point. Et le deuxième, c'était de m'assurer que l'ensemble des salariés étaient tout à fait en place. À partir de ce moment-là, ça a beaucoup été le temps interne. Ce que ça nous a coûté, ce n'est pas du nouvel investissement ou du nouveau capital qu'on est allé lever, ça a été de réorganiser les efforts qu'on devait prévoir. Par exemple, j'ai des chercheurs qui sont vraiment concentrés sur certains projets très spécifiques. On leur a demandé de mettre ça sur pause et de réaffecter l'équipe de recherche d'abord sur les algorithmes de routage pour la livraison et ensuite de vraiment bien attacher tout le modèle qu'on est en train de faire pour répondre aux besoins des entreprises. Mais l'investissement, ça a été à l'intérieur même de l'équipe et d'être le plus proche possible de ce qu'on faisait déjà. Donc, maximiser la réutilisation de ce qu'on avait parce que tout recommencer depuis le début, c'est des minutes, c'est des heures que nous n'avons pas.
Donc, en fait, c'est le circuit le plus court possible entre l'idée et la livraison sur le marché. Et ça, par exemple, dans le cas des livraisons, on a communiqué avec la Ville de Montréal, par exemple, pour leur offrir cette appli pour l'ensemble des commerçants du Grand Montréal, parce qu'il y a des projets qui avaient commencé, par exemple, avec les livraisons pour vélo. Mais nous, ce qu'on voulait, c'est que les gens puissent, de partout à Montréal, recevoir ce service-là. Mais on est allé un peu trop vite. C'est-à-dire que, justement, en 14 jours, on est passé d'une idée à un produit livré. Donc, les instituts, habituellement, ne sont pas habitués d'aller aussi vite que ça. Bien capitalisé sur tes ressources déjà, c'est bien. Ouais. Est-ce que tu as un mot un petit peu, peut-être pour conclure, lancer un peu la discussion, je vais activer un peu les micros, tout le monde justement après pour lancer un peu une discussion un peu ouverte. Est-ce que tu as un petit mot, quelque chose, une question à poser justement? C'est-à-dire que le pivot, on en parlait un peu entre nous avant, mais le pivot, on présente souvent ça comme une réaction à un choc qu'on reçoit de l'extérieur. Okay? Mais quand on est dans une start-up ou une entreprise, peu importe la taille, c'est la culture d'entreprise qui permet le pivot. C'est-à-dire que même si on est petit, si on est rigide, on va pas réussir à pivoter. Si on est une boîte de plus grande taille et qu'il y a cette rapidité, cette culture-là, par exemple, moi, je ne viens pas me mettre dans les pattes des gens que j'embauche. Je leur donne un cadre et puis après ça, je les laisse aller parce que sans ça, je ne fais pas bien mon travail. Mais par contre, la culture d'entreprise, c'est vraiment le maître mot ici. On ne peut pas aller vite, on ne peut pas pivoter rapidement si on est vraiment coincé à l'intérieur d'un grand nombre de paradigmes et de règles très, très strictes. Ça me semble évident. Mais ce n'est pas une question nécessairement de taille. C'est sûr que c'est facile quand on est petit, mais c'est une question de culture. Ça marche. Alors, j'ai des questions un peu qui ont été posées dans le question-réponse, mais j'ai activé un peu les micros de tout le monde. Vous pouvez les poser directement. Yves, on va commencer par ta question. Je te laisse la formuler. Ok, moi, je ne sais pas si tu m'entends là. Ouais. Ok, j'en ai posé plusieurs en fait, mais plus des réactions en fait par rapport à ce que tu disais, Marc-Antoine. Pour moi, pivoter, c'est un passage obligé pour une start-up. Je pense qu'il faut repenser le modèle de manière continue. Donc, quand on repense un modèle, on est forcément amené à repenser le modèle par rapport à ce qui se passe autour de nous. Or là, il s'est passé une situation qui ont fait que ça t'a permis pas de scaler, mais de décoller. Donc l'idée, pour moi, est-ce que tu penses que justement, c'est un passage obligé pour toutes les startups de pivoter? Oui, c'est une excellente question parce que, encore une fois, il faut s'entendre un peu sur la définition du pivot. Dans ce que j'explique aujourd'hui, puis dans ce qu'on lit habituellement en ligne sur les forums, c'est que le pivot, c'est représenté par une entreprise va dans une certaine direction, ça ne marche pas bien, on change de direction, d'accord? Et donc, c'est l'espèce de point de bifurcation entre un plan d'affaires et un plan d'affaires prime. Ça, on décrit ça comme étant un pivot et ça donne toujours un peu l'impression d'être bien réfléchi. Ça fait l'objet de nombreuses études. Bon. Dans le cas présent, je parle de la livraison. Avant qu'on écrive des lignes de code, puis que je dérange tout le monde avec de repenser tout ça, je leur ai demandé 48 heures. J'ai fait 2 jours de blitz téléphonique. J'ai appelé tout le monde. Au ministère de l'Économie, à la Ville de Montréal, les marchés publics, les sociétés de développement commerciaux, des compagnies de livraison. J'ai appelé tout le monde. Et surtout des clients. Vous êtes un épicier? Oui. La COVID fait que les gens sont chez eux? Oui. Allez-vous perdre du business? Oui. Je pourrais mourir dans 45 jours. Je suis un petit commerçant, j'ai 45 jours de cash. Si on livre, est-ce que ça vous tient réveillé? Oh, mais je n'ai pas de site web. OK. Si vous prenez les commandes en téléphone, puis qui vous donne un numéro de carte de crédit, puis que vous avez de la livraison, est-ce que vous embarquez? Oui ou non? Oui. Merci. 1 point pour les livreurs. Quand j'ai une confiance suffisante que ça répond à un besoin, je ne sais pas encore combien on va le facturer. Je ne sais même pas comment on va le construire, mais je valide qu'il y a un besoin. D'accord? Cet engagement-là entre une entreprise qui fournit un service et une qui la demande, c'est ma job. J'ai demandé d'abord de valider qu'il y avait un deal. Une fois que ce deal-là fonctionne, je les rappelle en disant, si je te fais ça pour 5 $, ça marche-tu ou ça ne marche pas? Oui, j'en ai 15, 20 par jour. Je peux vivre avec ça. Parfait. On monte un plan d'affaires. Ça dure 2 heures et on fonce. Évidemment, il va y avoir des itérations. Mais l'idée là-dedans, c'est que avant d'écrire du code ou de faire des plans d'affaires, il faut toujours parler au client. Et jusqu'à quel point il est engagé à, lui ou elle, adopter cette nouvelle façon de faire.
quand on n'est pas capable d'avoir cet engagement-là, ça ne donne rien de pivoter. On va quand même se planter. On peut écrire du code, on peut faire un plan d'affaires, mais au fond, la seule chose qui compte, c'est est-ce que quelqu'un qui reste et qui est engagé dans mon produit. Si la réponse est non, je n'ai pas besoin d'une crise du COVID pour le savoir. 2-3 mois d'opération, on ajuste. Et ça, c'est un état permanent. Jacques le disait tantôt, mais c'est quand on est un entrepreneur, on est obligé de faire ça tout le temps. On est toujours au diapason du marché. Et c'est le marché qui nous donne les meilleurs signaux. Si aujourd'hui, tout le monde retourne dans sa voiture, et c'est ce que le marché nous dit, il faut prendre acte. J'aimerais bien que tout le monde fasse du vélo. Je vous le dis là, très sincèrement, ce serait la meilleure solution. Je vous dirais qu'aller reconduire les enfants à la garderie et ensuite de pédaler 23 km sur les ponts de Montréal, 5, 10, motivés, oui. 200 000, non. Mais il va falloir qu'on prenne acte. Donc, le marché nous envoie des signaux. Si on est à l'écoute de ça, on pivote. OK, merci. Du coup, tu es le premier que je rencontre dans les startups à ne pas placer l'IA, l'intelligence artificielle dans ton discours. Donc déjà, félicitations pour ça. Et ma question suivante, c'était justement, pas besoin de plan d'affaires, on peut aller plus vite par rapport à une idée, on en fait un projet, on la transforme en succès. Mais tu as quand même pris le temps de faire un plan d'affaires, tu as quand même pris le temps d'appeler les commerçants pour avoir une certitude, c'est-à-dire qu'ils voulaient, qu'ils avaient besoin de ça. Comme moi, je viens de le faire d'ailleurs en créant une plateforme qui s'appelle « Je soutiens mes commerçants » où on part du principe où les petits commerçants n'ont pas de site web, donc on leur met une plateforme gratuite à disposition pour faire notre part. D'ailleurs, il faudra qu'on se reparle derrière si tu veux livrer avec pour eux et nous, on fait le site web. Il y a peut-être moyen de créer une joint venture. Tu vois, je pivote aussi vers toi. Par contre, voilà, c'est audacieux de pivoter. Moi, j'ai une société de conseil, donc je ne pivote pas, je bifurque, c'est-à-dire je crée une solution pour les commerçants. L'art de la bifurcation, c'est bon aussi ça. Ouais. C'est bon aussi, hein. Ça veut dire que je mets pas je suis pas all-in-one, tu vois, comme au poker. Ouais. C'est-à-dire que je crée une soupape avec cette plateforme marketplace de e-commerce et je crée un outil de gestion de file d'attente parce que le Covid va générer ça aussi derrière. Mais je fais des choses avec les sachants et les talents de la société. Donc, c'est aussi une autre approche de ne pas pivoter totalement sur un seul modèle, en prenant moins de risques peut-être, mais en tout cas, c'est une autre approche. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, bien écoute, je commence par la deuxième intervention. Effectivement, ça rentre un peu dans la culture de ce qu'on fait tout le temps. On n'a pas les moyens, et même les très grandes entreprises, souvent, sont capables d'avoir cette sagesse-là. Le succès en affaires, ça passe par le focus. Il faut qu'on soit absolument très, très capable de dire « nous ne faisons pas ça ». D'accord? Un des problèmes, c'est quand le message est diffus. On est une entreprise de logistique, de transport. On écrit des algorithmes, on fournit des applis pour que les gens se déplacent. D'accord? Il y a des choses qu'on pourrait faire, mais on ne le fera pas parce qu'il n'y a pas de modèle économique pour ça. D'accord? Nous sommes une entreprise à but lucratif financée par des fonds de capitaux. Moi, j'ai à rendre des comptes et à rendre du rendement sur le capital investi. D'accord? Alors, évidemment, il y a des choses que je pourrais faire si j'étais bénévole ou si je travaillais sur autre chose, mais ce n'est pas mon mandat. Alors oui, toutes les associations, les partenariats qui peuvent être mis en place sont évidemment payants parce que c'est avantageux pour nous, ça nous garde focus, mais ça élargit notre champ d'application. Et c'est souvent aussi bénéfique pour les gens avec qui on travaille, qui peuvent amener un élément ou un service supplémentaire. Donc, en général, oui, on est tout à fait ouvert sur un échange de données, tout ça. J'ai assez d'expérience en affaires que savoir que c'est très rare que quand quelqu'un comprend quoi faire, il arrive aussi à le faire. Okay? C'est comme quand on regarde Federer jouer, on comprend très bien comment il frappe la balle, mais on est tous incapables de le faire. Donc, c'est aussi ça, la capacité de l'exécution. Deuxième intervention dont tu as parlé, je reviens sur la question de l'IA. C'est assez amusant parce que Bengio, c'était un de mes profs quand j'étais jeune étudiant à Polytechnique, mais à l'époque, l'intelligence artificielle, personne ne connaissait. C'était vraiment, il y avait un bureau dans le fond, on était tout seul avec son pull, puis personne ne connaissait. Puis c'est amusant aussi parce qu'on a investi 3 millions de dollars avec le MILA, qui a choisi notre projet comme étant un des plus prometteurs en intelligence artificielle au Canada. Mais ça ne donne rien d'en parler parce que c'est un buzzword. La plupart des gens qui parlent de IA ne savent pas exactement ce que c'est, ou ils n'ont pas assez de data en quantité importante pour que ça soit effectif. Donc, c'est un outil parmi d'autres. Ce n'est pas le seul, mais l'idée là-dedans, c'est d'être capable de choisir les bonnes technologies, les bonnes applications de cette technologie pour résoudre des problèmes d'affaires. D'accord? Mais malheureusement, ce que je pourrais vous dire, c'est qu'en 2020, le buzzword, c'est IA. Il y a quelques années, c'était Big Data. Je me rappelle d'une époque où on parlait de cloud. Hein? Quand j'ai fondé Amelia en 2003, je voulais que les gens puissent s'inscrire et payer en ligne pour des inscriptions de sport et loisirs. Pendant 3 ans, tous les fonds d'investissement du Québec m'ont refusé en me disant, et je cite, « Jamais personne ne va mettre une carte de crédit et de l'information personnelle en ligne. » D'accord?
On est en 2003. Donc, non, je suis plutôt serein avec ça parce qu'il y a des phases, il y a des saveurs du mois et du moment, mais au fond, c'est des outils. L'important, c'est de résoudre des problèmes d'affaires. Ça, je suis plutôt serein par rapport à ça. Donc, pas trop besoin de parler d'IA tout le temps. Merci. Par contre, je crois qu'il y a plusieurs personnes qui ont levé On la ouvre les main. micros. Oui. Peut-être Jean-David Rezaïov, je crois que tu as levé la main. Oui, bonjour à tous. Merci pour ce témoignage qui est très, très intéressant. Alors, moi, j'ai une question, c'est que quand on fait effectivement un pivot, quelque part, on fait quelque chose qui n'était pas forcément prévu dans son projet d'affaires. On fait face à une opportunité et quelque part, on mobilise des ressources pour adresser cette opportunité. En revanche, la question se posera, surtout dans le contexte dans lequel on se trouve, où on ne sait pas à quelle échéance et à quel rythme va se faire le déconfinement et à quelle échéance on reviendra à une situation qui se dit normale, entre guillemets, même si la normalité a des chances d'évoluer dans le temps. Comment vous pensez pouvoir réconcilier cette mobilisation autour de cette opportunité du fait du Covid dans votre plan d'affaires général et votre stratégie de développement à moyen terme? Comment arriver à réconcilier? Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas faire tout du même front. Il va falloir faire des arbitrages à un moment donné entre votre modèle d'affaires initial, votre marché initial et ce marché qui s'est révélé du fait du Covid-19. Oui, super bonne question. Évidemment, c'est le centre de l'affaire. Je vous dirais que, donc par rapport à l'opportunité d'affaires dont vous parlez, c'est toujours la combinaison de deux forces qui se rencontrent. Il y a la capacité de l'entreprise de produire quelque chose, des produits numériques, du marketing, de la recherche. On a une certaine capacité dans NetLift. Premier élément que je peux vous dire, c'est que dans mon expérience, ça m'a surtout été révélé au niveau des programmeurs, mais c'est vrai dans les autres sphères, je ne mesure pas les gens en fonction du nombre d'heures qu'ils travaillent. Je les regarde en fonction de l'output qu'ils peuvent me produire. Et la beauté avec des employés de très bonne qualité, c'est que l'heure de travail qu'ils font ou qu'elles font produisent beaucoup plus que la moyenne. J'ai un développeur qui arrive à faire en une demi-journée ce qu'une équipe de 2 ou 3 personnes ferait en une semaine. C'est prouvé, là, on a des traces de ça. Évidemment, on essaie de mieux le payer et de bien le garder par rapport au reste. Mais je vous dirais que c'est vrai pour notre fille de marketing, c'est vrai pour quelqu'un qui s'occupe du développement aux États-Unis. Je mesure les gens en fonction de l'output et non en fonction du nombre d'heures. Alors, quand on me pose la question des combien de salariés, c'est une partie de la réponse. Posez-moi la question de ce qu'ils produisent. Et là, on aura une autre discussion, d'accord? Ça, je suis plutôt solide de ce côté-là. Une fois que j'ai fermé cette parenthèse, l'autre élément qui arrive à la rencontre de notre capacité de production, c'est ce que le marché est capable d'absorber. Je vous dirais que la question de la livraison, on a toujours mis de côté parce que périodiquement, ça revenait. Et je répétais toujours, pourquoi quelqu'un paierait 10 $, 5 $ pour se faire livrer son épicerie alors qu'il peut marcher 2 km pour aller la chercher? La vérité, c'est qu'il n'y a pas de modèle économique pour ça. Sauf que quand les gens sont obligés de rester à la maison, il y en a un. D'abord, c'est facile parce qu'ils sont toujours à la maison pour recevoir leur épicerie. Et ensuite, le commerçant, s'il ne paie pas cette livraison, il est mort. Alors là, on arrive avec les paramètres du marché viennent de changer. La discussion que je ne voulais pas avoir avant, là, on peut l'avoir. Ce n'est pas nous qui avons beaucoup changé, c'est le marché qui change. Après, la force ou la vitesse à laquelle on doit pivoter, c'est notre capacité d'être opportuniste, de capter cette opportunité avant les autres. Parce que Google peut écrire n'importe quel code, Uber peut lancer ce qu'il veut. Ils ont les moyens de le faire. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'ils veulent ou qu'ils peuvent le faire, qu'ils vont vouloir nécessairement poursuivre ça. Je pense, moi, que dès que le déconfinement sera raisonnablement fini, on va revenir à la normale sur le plan de la livraison. Ça, je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. Là où j'ai plus de certitude, évidemment, il y a beaucoup d'éléments qui sont volatiles, c'est que même si je vous dis, dans 3 mois, portez un masque, prenez le métro, il n'y aura aucun problème. Vous n'attraperez pas la COVID. Les chances sont qu'une proportion importante de la population va être quand même très inquiète tant que tout le monde ne sera pas vacciné. Alors, pour moi, l'enjeu, ce n'est pas tellement ce que vont dire les autorités de la sécurité publique, c'est la perception des consommateurs. Si les gens ont peur de prendre le transport collectif, que ce soit fondé ou pas, ils vont quand même prendre leur voiture. Et s'ils prennent leur voiture, il n'y aura quand même plus de stationnement. Donc, moi, ce que je vous dirais, c'est que quand j'ai à peu près creusé, j'ai essayé de tout lire là-dessus, je ne suis pas épidémiologiste, mais la compréhension que j'en ai, c'est qu'il n'y a pas de consensus entre les médecins, les épidémiologistes, sur quand le vaccin arrivera
et qui sera distribué à tout le monde pour qu'on puisse enfin revenir comme avant. La situation pré-COVID, elle va prendre, moi, mon pari d'entrepreneur, c'est 3 ans. Il n'y aura pas de retour à la normale sur le plan des transports avant 3 ans. Pourquoi? Parce que même si les gens reviennent dans les transports, il y a un trou financier béant qui les attend. Normalement, à Montréal, on pense que c'est de l'ordre d'1 milliard de dollars. Okay? C'est quand même pas rien. C'est de l'argent à trouver. J'étais avec le maire de Nevers encore cette semaine, il me disait que le 2 millions par année d'euros de trop budgétaire pour ma société de transport, je vais devoir couper des services à la population pour honorer mon contrat avec Keolis. Vous vous rendez compte, vous dites, on ferme les piscines pour pouvoir payer le contrat même si personne n'est dans le bus. Vous voyez un peu la difficulté politique qui se présente. Ce genre d'opportunité-là, ce n'est pas créé par Netlift, ce n'est pas créé par notre technologie ou notre capacité, c'est créé par le contexte. Il se trouve qu'on est bien placé pour répondre au contexte. Comme Zoom fait de la vidéoconférence depuis plus de 10 ans. Mais la COVID a révélé la simplicité d'utilisation. Et là, tout à coup, tous les anciens dominants de WebEx à JoinMe s'enfargent. Ils n'étaient pas prêts à la vitesse, mais Zoom l'était. Donc, ce qui est intéressant avec les crises, c'est que ça révèle le meilleur et le pire des institutions. Comme on dit en bon français, quand la marée descend, on voit qui se baigne tout nu. C'est de cette façon-là que nous, on réagit. On était prêts depuis longtemps à ce genre de crise-là. On avait fait des tests à Mexico, par exemple, où les gens covoituraient différemment pour des raisons de sécurité. Il n'y a pas beaucoup de différence entre monter avec une collègue féminine à Mexico pour ne pas avoir une agression dans le métro et monter avec une collègue pour ne pas attraper le COVID. Alors, on était prêts depuis des années. Sauf que là, le marché, maintenant, nous rejoint et non l'inverse. Excusez-moi, juste si je reformule votre réponse, c'est que vous considérez que l'opportunité que vous adressez, elle va durer dans le temps et que votre business initial, lui, va revenir à la normale dans très longtemps, entre guillemets, dans 2 ou 3 ans. Le business initial, il va revenir dès septembre, mais beaucoup plus fort qu'avant. C'est-à-dire que les gens qui covoituraient, par exemple, on avait un client qui faisait 300 covoiturages matin et soir. Avec la COVID, il va au moins doubler dès les prochains mois. La différence, c'est que le retour à la normale, pour nous, là, il va durer beaucoup plus longtemps que ce qu'on pensait au début. On pensait avoir un choc de quelques semaines. Je vous rappelle, il y a 6 semaines à peu près, on nous disait « ça va bien aller, ça va durer quelques semaines, là, restez à la maison, puis on va aplatir la courbe, puis tout le monde va pouvoir aller jouer au golf au mois de mai. » C'est plus ça qu'on entend du tout, nulle part. Là, on comprend que ça va durer longtemps. Il va y avoir une période de quelques années où il va y avoir une cohabitation entre la réouverture et le vaccin. Mais moi, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais je ne vois pas comment ça peut être en bas de 18 mois. On n'a jamais fait de vaccin plus rapidement que 5 ans. Alors, j'aimerais le croire, hein? Croyez-moi bien, je n'ai pas de plaisir à travailler avec... je suis content de vous voir aujourd'hui avec les enfants à la maison et tout, mais c'est quand même quelque chose qui est intenable. Il faut qu'on trouve une façon de se réorganiser. Mais pour nous, là, c'est une augmentation très rapide de notre plan d'affaires. Il va aller 5 fois plus vite qu'on pensait dès septembre, mais il va être beaucoup plus durable qu'on pensait. Alors ça, c'est qu'on n'est pas tout à fait prêt. Ça va plus vite qu'on croyait. Merci. Merci. On avait une question de Liliane également. Liliane. Oui, vous m'entendez? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oh, j'ai pas mis mon, je sais pas comment me mettre en. Bon, mais ça fait rien. Oui, non, je voulais rebondir. C'est très intéressant ce que vous dites parce que moi, c'est un peu les problèmes que j'ai dans ma PME. C'est-à-dire qu'en fait, si j'ai bien compris par rapport à ce que vous avez dit, en fait, il y a des gros du marché qui sont en train de s'écrouler parce qu'ils sont pas agiles, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas s'adapter, c'est trop lourd les choses sont trop lourdes à changer. Moi, c'est vrai que j'essaie de m'adapter, mais du coup, il y a beaucoup de choses qui arrivent. C'est-à-dire que des clients veulent devenir mes partenaires et des partenaires veulent devenir mes clients. Moi, il y a des secteurs, comme vous dites, où même si ça reprend dans quelques semaines ou dans quelques mois l'activité, ils savent très bien que, comme ils sont des conseils, ils savent très bien que ça va être dur pendant 1 ou 2 ans. Je parle par exemple dans l'industrie manufacturière, entre autres. Moi, j'avoue que c'est là où j'ai un peu de mal, justement, c'est très dur en fait aussi. Je l'avoue que c'est très dur de se remettre en question aussi, parce que moi, je suis depuis 4 ans au Québec, j'ai été entrepreneur aussi en France. Moi, ça marchait très bien l'année dernière en 2009. Et là, c'est vrai, on est obligé de se remettre en question, mais c'est vrai que c'est difficile quand on a des propositions commerciales qui fonctionnaient, quand on a des choses qui fonctionnaient. Voilà, et après, comme je dis, j'ai plein de gens qui veulent être partenaires. Et voilà, est-ce que vous avez des conseils, je dirais, par rapport à ça,
pour se dire, voilà, comment on fait le point, arriver à se dire ce qu'on a fait jusqu'à présent, les propositions commerciales qui étaient un peu moins agiles, on va dire, Ouais. on va se dire, on les mettra de côté, mais on les reprendra plus tard. Voilà, c'est vrai que j'allais dire, pour un entrepreneur senior, on est prêt. On est agile, on a l'agilité pour pouvoir s'adapter à les clients parce que les clients, parfois, j'avoue que j'avais des propositions commerciales, je me suis adapté et parfois ils me disent la proposition commerciale, moi j'en prendrai juste un bout parce que c'est mon urgence. Et donc maintenant, je suis obligé, je mets ça à jour, mais comment on y arrive de façon, je dirais, plus aisée. Voilà. Et écoutez, je n'ai pas tous les détails de votre industrie et du domaine dans lequel vous êtes. Mais c'est certain qu'en première analyse, un pivot ne peut pas fonctionner partout. Je vais vous donner un exemple et un contre-exemple. Okay? J'ai un ami qui fabrique des chandails de hockey pour la Ligue nationale de hockey. Et bon, là, tout est arrêté. Il y a une capacité de production qui ne fait rien ou qui est très tranquille. Son premier réflexe aurait pu être de dire « Le hockey est arrêté, j'arrête. Je mets pause, je mets les gens à pied, j'attends que ça revienne, puis quand la saison reprend, ben, on refait des chandails. » Son réflexe a été l'inverse. Il s'est posé la question de quoi le marché a besoin maintenant. Et est-ce que je suis capable de produire? Le marché a besoin de vêtements médicaux, des masques, des blousettes. Il y a une usine incroyable. Il s'est dit, bonjour tout le monde, on arrête, comme je disais tantôt, on fait pause, on met de côté les chandails de hockey, on fait des blousettes. Avant de partir les usines, il a fait des appels parce qu'il ne veut pas produire quelque chose qu'il ne peut pas vendre. Alors, il fait des appels. Bonjour, tel hôpital, si je vous fais 25 000 masques par semaine, vous les prenez? Oui, combien? Fait un deal, on part les machines. Ça prend 2 jours. Il y a une demande, d'accord, il y a la demande. Okay. Il faut faire un deal en premier, d'accord? Donc, la première étape, lui, ce pivot-là, puis c'est passé dans le journal, vous pourrez aller voir. Hein? Mais l'idée là-dedans, c'est qu'avant de mobiliser ses capacités de production, en espérant vendre quelque chose, d'accord? On se fait souvent plaisir comme entrepreneur. Hein? On a une idée, on dit « Ah, c'est extraordinaire, je vais être millionnaire, je rénove des meubles en cuir, c'est sûr que tout le monde a besoin de ça. » Et avant, il faut peut-être quand même avoir une certaine... Il faut être impitoyable avec soi-même. Okay? Il faut avoir une distance entre son entreprise et soi-même. Ça se pourrait que notre entreprise ne fonctionne pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas des mauvaises personnes, mais il faut vraiment cette distance. Et souvent, on a une certaine myopie, tellement on croit à notre produit. Et l'autre élément, c'est que quand on fabrique quelque chose, par exemple, C2 Montréal, super conférence, on vient d'interdire aux gens pendant un bon moment de ne plus être tous ensemble dans un même endroit. Le cœur et le plaisir d'un événement comme C2 Montréal, tous les congrès, c'est précisément d'être 14 000 personnes dans un garde-robe. Alors, tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas de vaccin, il m'apparaît évident que ce genre d'industrie-là, transport collectif, aviation, tourisme, restauration, est menacé. Il n'y a pas d'alternative. On peut faire un C2 Montréal en ligne, OK, c'est pas tout à fait la même chose, mais il faut être capable... Ce ne sera jamais pareil. Oui. Ce ne sera jamais pareil. Moi, j'aime bien aller au restaurant, mais si je suis tout seul à manger dans un coin, je vais commander et je vais manger à la maison. Okay? Alors là, c'est dommage, mais les questions qu'on se pose à ce moment-là, c'est est-ce que je suis capable de pivoter? Si la réponse est non, je n'ai pas d'issue, là, je suis obligé de faire le dos rond. Je suis obligé de dire, je vais protéger mes liquidités, comme le Cirque du Soleil a fait. Je mets 95% des gens à pied. J'attends. Je vais voir ce qui se passe. Quand on peut le faire, ça sauve la business. D'accord. En fait, si j'ai bien compris, si je résume un peu, en fait, il faut garder ses repères, mais les bouger. Il faut pas tout changer et perdre ses repères. Comme vous dites, on s'aperçoit après qu'il n'y a pas qu'au bout de la chaîne, il n'y a pas la demande. C'est-à-dire, en fait, on pivote, on fait avancer les choses, mais on ne change pas tout comme ça. Parce que au-delà d'un certain point, le pivot, c'est une nouvelle entreprise complètement. D'accord? Il faut quand même être capable de réorganiser ou bifurquer en mettant de l'avant ses forces. Et en gardant ses forces, en conservant ses forces, tes atouts. Tu avais déjà bâti, par exemple, on a un brevet provisoire sur ce qu'on appelle le covoiturage intermodal. En 2012 et 2015, on a investi $250 000 de recherche pour avoir cette capacité de router des automobiles et du transport collectif. On fait très bien ça. Le problème, c'est que j'ai mal évalué à cette époque le marché. Je pensais que les autorités de transport public avaient hâte de combiner le parc automobile et les transports collectifs. Je me suis trompé. Personne ne veut ça. Les usagers peut-être, mais pas les transports collectifs. Donc, même si j'ai perdu une partie de la recherche parce que c'était peut-être trop tôt, c'était peut-être mal cadré, je n'ai pas pris le temps de d'abord valider auprès de clients cibles s'ils voulaient acheter mon truc. Ils le veulent, mais ils ne veulent pas payer pour. Ils veulent garder le contrôle. Donc, j'ai abusé de mon espérance là-dessus. Mais
ce genre de choses-là, on le fait toujours. On se trompe souvent comme entrepreneur. C'est pour ça qu'il faut être capable d'être impitoyable avec soi-même, revenir vers son équipe, son équipe de direction. Puis je leur demande souvent, je les provoque, est-ce que je suis dans le champ, est-ce que je me trompe? Puis ils me ramènent à l'ordre quand je suis à côté de la plaque, là. Mais en fait, Moi aussi, mes deux associés, je leur demande souvent, je leur dis, ouais, ne me dis pas ce que je veux entendre, dis-moi ce que tu en penses. Je veux des avis différents, justement, pour se recadrer. Je pense que c'est important aussi, surtout moi, actuellement en franchement, plus. à la fin du mois de mars, je n'étais pas certain que Netlift allait rester vivant. Je n'étais plus certain qu'on avait une business. Parce que si on était pour devenir uniquement une compagnie de livraison, c'est plus du tout. D'abord, moi, j'avais levé des capitaux. Je suis obligé d'appeler mes investisseurs pour dire on oublie, je ne pourrai jamais vous rembourser. J'étais très inquiet. Je me suis donné quand même le temps encore une fois, de faire ces appels-là. Jusqu'à temps que je réalise que les gens n'allaient plus avoir envie de prendre le transport collectif. Là, je me dis, attends, là, il y a quelque chose qui vient de se passer. On refait un autre 2 semaines, on revérifie, puis tout à coup, ça débloque complètement. On aide des mairies en France à déconfiner, là. C'était inespéré pour nous. Donc, je vous dirais que là-dessus, on a eu de la chance. Mais je suis obligé de dire que ça ne peut pas fonctionner tout le temps. Il y a peut-être des conditions qui ne sont pas réunies. Puis des fois, la sagesse, c'est de protéger le capital en disant, on prend des vacances, puis on reviendra quand le vaccin sera trouvé. On va faire autre chose. Oui, il ne faut pas perdre son activité de base parce qu'il y aura des fortes demandes quand ça va revenir. D'accord. Oui. Je vous remercie beaucoup. Un Merci plaisir. beaucoup. On avait aussi François, une question. Oui, François. bonjour. Vous parliez des employés. Tout à l'heure, je voulais savoir si, dans le cadre du pivot, si la mission de l'entreprise change, si le produit change, comment garder l'engagement des employés? Est-ce que tout le monde au sein de l'entreprise doit pivoter au même moment, ou ceux qui ont embarqué au début parce que l'entreprise avait une certaine mission, si la mission change, comment s'assurer que tout le monde est aligné et engagé? Oui. C'est une super bonne question. Je vais essayer d'utiliser une image, mais on peut pivoter assez brutalement sur le plan de la ligne d'affaires sans que la définition de tâche des employés change. Je m'explique. Quand on a choisi de tester le système de livraison, la personne qui s'occupait du département de service à la clientèle, avant, elle faisait du service clientèle uniquement pour des covoitureurs. Ensuite, elle s'est mise à faire du service à la clientèle pour des livreurs et des entreprises. Sa définition de tâche reste la même. Son expertise reste la même. Les systèmes téléphoniques sont les mêmes. L'outil de gestion client est le même. La façon de comptabiliser les résultats sont les mêmes. Ce qui change, et c'est son pivot à cette personne-là, c'est la personne au bout du fil. Avant, c'est quelqu'un qui dit « Bonjour, je suis au coin de la rue, mon covoitureur n'est pas là, pouvez-vous m'aider? » Maintenant, c'est « Bonjour, mon livreur n'est pas là, pouvez-vous m'aider? » Alors, comme entreprise, on peut changer de marché, on peut changer de prix, on peut changer de dynamique. Mais cet employé a eu un très, très léger changement. Alors pour lui, ça n'a pas été un immense changement. Même chose pour l'équipe qui s'occupe de marketing. Avant, on fait une affiche qui dit covoiturer. Maintenant, c'est fait de la livraison. Mais la définition de tâche, le design graphique, la marque, c'est la même. Donc, notre travail au niveau de l'équipe de direction, c'est d'être capable de, je donne l'exemple du bateau, il y a un mauvais moment à passer quand il faut changer de bord. Mais avant et après, les gens retournent à leurs affaires. C'est ce petit moment-là où il faut que les gens soient capables d'absorber le choc. Moi, je suis obligé d'un petit peu un travail de mobilisateur, hein, de comment je fais pour vulgariser le message, comment je fais pour rendre les choses plutôt claires. Je fais jamais je n'essaie pas de faire croire aux gens que ça sera facile. À chaque fois qu'on a une entrevue d'embauche, je leur dis que ça va être le job le plus difficile qu'ils auront fait. Mais en même temps, ça va donner du sens à leur vie. Donc, c'est à eux de choisir qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Mais une fois qu'ils sont embarqués, il faut que je leur donne une direction. On va faire ça comme ça. Après, les gens disent, OK, on le fait. Puis encore une fois, ce qui a complètement changé, c'est que moi, il y a 2 mois, je n'étais pas capable d'embaucher. Tout le monde était occupé. Aujourd'hui, tout le monde nous appelle pour une job. Alors là, je prends note de ça. J'ai accès à des talents exceptionnels maintenant. Donc, ça va, encore une fois, il y a toujours des opportunités. Il y a toujours des possibilités à exploiter. Il y a un génie du marketing que je vous recommande là, qui s'appelle Geoffrey Moore. C'est un livre que j'ai lu il y a peut-être une quinzaine d'années, mais qui est toujours aussi d'actualité. Ce gars-là, en fait, a conseillé Apple quand, à l'époque, ils ont lancé les premiers produits qui ont relancé la marque, hein, le iPod, l'iPhone et tout ça. Et lui, il parlait d'un concept extrêmement important en affaires qui s'appelle le Informed Intuition, donc l'intuition informée. Ce qu'il dit, c'est que quand vous avez les meilleures personnes qui ont des années d'expérience puis qui maîtrisent parfaitement leur sujet, il faut que ces gens-là soient capables de prendre une décision déterminante
avec une information très partielle. Si ces gens-là sont hautement compétents, comme un pompier qui éteint un feu, comme un chirurgien qui intervient, ils sont assez certains de leurs compétences pour intervenir, c'est vital, mais ils n'ont pas toute l'information. Et ils n'ont certainement pas le temps de tout savoir avant de se décider. D'accord? Quand on est dans un start-up et qu'on doit prendre des décisions fatales en moins de 2 semaines, je suis désolé, là, mais on n'a pas toute l'information. Par contre, il faut se faire confiance, et puis à ce moment-là, on décide et on y va. Okay? Il y a toujours une prise de risque, mais je vous dirais qu'en ce moment, c'est beaucoup moins risqué d'être dans Netlift que d'être dans plein d'autres compagnies. Okay? Je suis plutôt content là, d'où on est là-dedans. Mais jamais on a assez d'informations, c'est partiel, mais on a assez confiance dans notre expertise pour raccommoder le paysage avec notre expertise. Donc, faites-vous confiance comme entrepreneur, vous maîtrisez votre marché, vous maîtrisez votre industrie, votre produit, prenez l'information, faites un pari. Vous vous dites, moi, j'y vais là. Je peux peut-être me tromper, mais je me trompe aussi si je ne vais pas. Hein. Donc, en ce moment, on voit bien que de ne pas... je vous donne un autre exemple, mais ça fait 2 mois que la crise, que le confinement est commencé. On n'a toujours pas d'instruction claire sur faut-il ou non porter un masque dans un autobus. 2 mois. C'est inconcevable. Okay? Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de prendre une décision précise, claire pour tout le monde? C'est la culture. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Commentaires? Dorothée? Oui. J'ai eu une main se lever, mais... Ah, quel est le nom de... Excuse-moi, j'avais coupé le son, j'ai pas vu. Juste un message pour Marc-Antoine. Le gouvernement français vient d'annoncer les modalités de déconfinement concrètes là, il y a quelques heures pour la France à partir du 11 mai. Alors, j'ai une très, très bonne nouvelle pour toi, Marc-Antoine, c'est qu'Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique, vient d'annoncer qu'il fallait encourager le covoiturage. Donc voilà, je ne pouvais pas résister à la tentation de partager cette très bonne nouvelle pour Netlift. OK. Bien, merci beaucoup. Je n'ai pas eu le temps de le voir sur mon message. J'ai coupé les signaux, donc j'irai aux sources au retour. Ça me semble une évidence, évidemment, parce que là-bas, contrairement à l'Amérique du Nord, le transport collectif est extrêmement bien développé, bien financé. Ça fait partie vraiment de l'ADN des villes. Les gens choisissent de se loger en ville parce que le transport collectif est solide. Ce qui est extrêmement particulier actuellement, c'est de voir à quel point tous les avantages de la densité sont en train de devenir les inconvénients. On aimait les festivals, on aime les restaurants, on aime le transport collectif et tout. Et puis là, les urbains sont plutôt emprisonnés dans leur grande ville à cause des risques que ça pose d'être nombreux au même endroit. Comme disait ce maire de ville de campagne, il dit c'est la revanche des petites villes en France. Et je pense qu'un bon moment actuellement, c'est d'être en campagne, c'est d'être quand même un peu loin. Donc, tout ce qui rend cette campagne et cette banlieue assez moche en temps normal devient, dans un cas de pandémie, le meilleur endroit où se trouver. Donc, c'est très, très contre-intuitif. Mais bon, on doit composer avec les ingrédients et les cartes qui sont distribuées. Merci pour l'information. Il y avait une autre main levée. Victor ou Chantal? Je crois qu'elle dit qu'on avait répondu à sa question. Oui, c'est Chantal. J'ai effectivement eu la réponse à ma question qui était sur le changement, enfin la différence entre le pivot et l'opportunité. Je l'avais posée en début de panel et vous l'avez bien répondu. Merci. Super. Et question, Jean-David, est-ce que tu as eu ta réponse par rapport à Geoffrey? Non, c'était la référence, juste avant la référence du livre que citait Marc-Antoine. Je n'ai pas eu le temps de noter. Ouais, le livre en question s'appelle « Crossing the Chasm ». Donc, on pourrait dire « Franchir le fossé ». Je ne sais pas si c'est traduit. Et Geoffrey Moore qui écrit ça, en fait, explique beaucoup comment prendre des décisions rapides à haut risque avec peu d'informations. C'est une des sections. Le livre est en fait le meilleur livre de marketing sur la technologie que j'ai jamais vu de ma vie. Et qui explique précisément que quand on est en démarrage et qu'on est une start-up innovante, nos premiers clients sont généralement des gens très innovants. Ils vont tester le truc, même si ce n'est pas très beau, même si ce n'est pas fini, soit parce qu'ils aiment la techno,
soit parce que ça leur fournit un avantage concurrentiel. Le problème, c'est que c'est très, très embêtant quand les entrepreneurs partent avec ça. Très souvent, ils vont tomber dans le trou qu'on appelle le fossé parce que ce ne sont précisément pas des consommateurs de masse. Le succès en affaires, c'est quand monsieur et madame tout le monde, le client bêta, achète ton bidule. Or, par définition, ils ne sont pas des innovateurs. Ils n'ont pas d'avantage concurrentiel avec ton truc. Et puis, ils peuvent payer plus cher plus tard, c'est pas grave. Ils ne veulent pas de risque. La plupart des collectivités territoriales, les sociétés de transport en commun, les grands employeurs n'aiment pas l'innovation, n'aiment pas le risque. Avec une crise de COVID, tout est risqué. Alors, ils se retournent vers quoi? Ce qui a l'air de plus solide. Puis ici, ils disent, ben là, Mme Borne vient de parler de covoiturage. Tout à coup, ils ont besoin d'une solution stable. Et là, ils peuvent peut-être parler qu'une boîte qui fait ça depuis 8 ans, c'est beaucoup moins risqué. Mais c'est ça qui est contre-intuitif. C'est de comprendre que comment les gens achètent. Ils ont besoin de voir quoi. Mais ça fait tellement d'années que je fais ça. Donc, je sais que les premières 5 années, c'est toujours de toute façon pour essayer quelque chose. C'est très rare qu'il y ait des succès qui se font aussi rapidement. Ça ne marche pas. Une super belle transition parce que je vais vous faire un petit récap pour le prochain événement qui va avoir lieu le 21 mai avec Siegfried Dussal qui est VP à l'innovation chez Thales qui va faire en fait il va décrypter en fait l'innovation et le leadership, donc ça va être super intéressant. Je vous invite à vous inscrire également. Et puis après, c'était vraiment, j'ai bien profité juste du moment pour le passer. Merci Marc-Antoine. Et je pense qu'on avait une main levée de Yves. Ouais, justement, pour abonder sur ce que tu disais, Marc-Antoine, sur Geoffrey Moore, Cross the Chasm, en fait, j'ai eu la chance de faire une formation à Stanford et ce qui m'est resté de cette formation, c'est justement son intervention. Et j'ai partagé là dans le lien de conversation une vidéo qui explique Cross the Chasm avec des personnes qui sont dans un concert et qui cherchent à faire danser tout le monde. Elle est très connue, mais ça illustre bien toute la notion du livre et des interventions de Geoffrey Moore sur trouver son premier client, trouver un pivot, trouver une référence, franchir le marché, l'audace, etc. Et c'est ce qui m'est vraiment resté. Et je la montre à chaque fois que je fais une conférence. C'est très inspirant, en tout cas, ce qu'il a écrit, ce qu'il partage, et cette vidéo qui illustre pendant un concert des personnes qui dansent et qui illustre sa manière de penser pour réussir à pénétrer un marché. Donc je voulais la partager, mais je pense que tout le monde la connaît, enfin en tout cas beaucoup d'entre vous doivent la connaître. Très brillant. Très bien. Un grand merci Marc-Antoine pour votre témoignage. Ça fait plaisir. J'espère que ça peut aider les gens, ouvrir des discussions. C'est inspirant, c'est source d'espoir. Il ne faut pas lâcher. Et donc, merci beaucoup. Et effectivement, on parlait de prendre des décisions rapidement dans un contexte incertain. Pour la petite anecdote, Siegfried Dussal, que vous voyez, qui est responsable de Thales au Canada, a également été pilote de chasse et a combattu dans des avions de chasse et de guerre. Donc, il a dû prendre des décisions aussi rapidement. Donc, c'est un sacré personnage. Donc, je vous encourage aussi à l'écouter le 21 mai. Merci beaucoup encore. Et puis, si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous les faire passer, on pourra les transmettre. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Bonne journée. Merci, au revoir.